Oui, donc bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Thierry Collec, je travaille au CNES et également au CESBio, donc un pied au CNES, un pied au CESBio. Et aujourd'hui, là, je vais vous faire une très courte présentation en 10 planches de la mission spatiale, la future mission spatiale biomasse. Donc, ce sera une présentation où il n'y aura aucune image donc, de télédétection. C'est simple parce que le satellite actuellement est en morceaux, donc je n'ai pas encore d'image à vous montrer. Donc voilà. Donc la mission biomasse, on va l'introduire en disant que c'est la 7e mission Earth Explorer de l'ESA. Donc le programme Earth Explorer de l'ESA, c'est un programme qui est destiné à développer des satellites exploratoires. Donc on n'est pas dans un système opérationnel comme du Sentinel, on va plutôt tester des concepts pour répondre à des besoins scientifiques. Voilà. Donc ça va changer complètement la donne dans le développement de la mission et développement de la mission et ses objectifs. Ce que je voulais dire aussi, donc j'ai pas mis de logo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout un tas de laboratoires en Europe, de laboratoires, d'équipes qui travaillent sur cette mission. Donc j'avais commencé, puis j'ai arrêté. Il y a trop à en avoir. Donc ce que je peux dire, c'est que cette mission spatiale, elle est dirigée par un groupe de scientifiques qu'on appelle le MAG. Et dans ce MAG, qui contient une douzaine de membres, ce qui est très important de souligner, c'est qu'on a 3 laboratoires français qui sont représentés. Donc le CESBio, qui est l'initiateur de cette mission, de l'idée de cette mission. On a le laboratoire EDB, représenté par Jérôme Chave, donc, qui est plutôt sur la partie écologie des forêts tropicales. Également, on a l'Université de Bordeaux avec Philippe Pailloux pour les aspects secondaires, dont on parlera un petit peu à la fin, pour l'imagerie subsurface. Donc, pourquoi on a fait cette mission-là ? Par quoi elle a été drivée ? Elle a été drivée par le fait qu'on s'intéressait au carbone, au cycle du carbone, et on se rendait compte que dans les observations globales, il y avait des trous dans la raquette, des quantités qu'on connaissait assez mal. Donc, si on parle des sources de carbone, on voit les 2 principales sources, et de l'autre côté, on a plutôt les puits de carbone. La mission biomasse, elle va s'intéresser en fait, à ces deux sujets, dont on voit que la méconnaissance, l'erreur que l'on fait sur les valeurs, elle est assez importante relativement. Donc la mission biomasse, elle va regarder la partie plutôt changement d'utilisation du sol, la déforestation, de manière un petit peu plus large, en tant que source de carbone, et en tant que puits de carbone, les aspects repousse des forêts, en termes de biomasse, je parle. Donc c'est sur ce constat-là que les modélisateurs de carbone avaient des données qui n'étaient pas assez fiables d'un point de vue global, que la mission biomasse s'est construite. Donc l'idée, du coup, a été... il y a un besoin qui a été exprimé, qui était d'abord d'estimer la biomasse forestière. Alors quand on parle de biomasse forestière, là on va parler de biomasse au-dessus du sol, qu'on appelle l'AGB. La hauteur des forêts, c'est également une information intéressante et aussi qui est liée à la biomasse au travers des relations allométriques. Et un autre point, c'est les perturbations. C'est comment évoluent dans le temps ces valeurs, hauteur et biomasse. Donc là, du coup, là, on a positionné le besoin qui a dirigé cette mission spatiale. On devait également obtenir ces informations-là essentiellement sur les zones tropicales. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en termes de déforestation, la majorité du flux lié au changement d'utilisation du sol a lieu sous les tropiques, et également plus de la moitié, enfin on va dire la moitié des aspects puits de carbone sont situés dans ces zones-là. Donc c'est pour ça que la mission biomasse a été designée pour les forêts tropicales avant tout. C'est la principale raison, la belle raison. Il y en a une un petit peu moins bonne derrière, on va y venir. Donc l'objectif, c'est d'estimer la biomasse, d'accord, au lieu à l'échelle des changements. Et ce qui a été décidé avec la communauté scientifique internationale, et aussi ça on était capable de faire, c'est d'avoir une information à l'échelle de 4 hectares. Donc avoir une information de biomasse par parcelle de 4 hectares.
par pixel de 4 hectares. Alors, ça peut vous sembler énorme, mais quand on voit ça à l'échelle du bassin, le besoin scientifique est exprimé comme ça. C'était de réaliser des estimations globales, donc de s'affranchir de différentes méthodes qui étaient utilisées à l'échelle des régions, de pays, des choses comme ça, d'avoir un système de moyens, un système de mesure d'estimation unique à la planète pour la modéliser le carbone. Et également répéter, d'avoir des informations sur plusieurs années. Et là, le point le plus difficile, c'est d'avoir une estimation de l'ordre de 20%, une erreur d'estimation de l'ordre de 20%, voilà, sur 4 hectares. C'est ce qui a un peu aussi guidé cette taille de 4 hectares, pour être comparable aux mesures qui sont faites sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a drivé la mission. Et la mission, elle a été proposée, cette idée-là a été proposée il y a 15 ans maintenant. Hein, c'était en 2005 que cette mission a été proposée à l'ESA. Cette mission, mais sur quoi elle se base? Elle se base sur l'utilisation d'un radar imageur. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il va travailler dans une bande de fréquence qui est très différente de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc on va travailler à basse fréquence, on appelle ça la bande P, 435 MHz. Donc c'est 3 fois plus bas que ce qu'est capable de faire le satellite le plus bas actuellement, ce qui est ALOS, qui travaille donc lui à 1,5 GHz, donc longueur d'onde 25 cm. Là, on est à 75 cm de longueur d'onde. Et ce satellite-là va devoir, pour arriver à ces objectifs-là, utiliser des techniques de radar avancées, très novatrices, comme la polarimétrie, donc là c'est vraiment spécifique au radar, à l'interférométrie et pour la première fois au monde, la tomographie. La tomographie qui est l'imagerie 3D. Et bien sûr, ce satellite-là, il va avoir du coup une orbite qui va être adaptée, assez spécifique. On ne va pas être du tout sur des orbites qu'ont les satellites Sentinelle, par exemple, qui vont repasser au même endroit de manière systématique. On va avoir quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce qu'on va devoir s'adapter aux besoins de la mesure. Je vais en dire un petit mot. Donc là, on va rentrer dans les techniques radar qui sont mises en œuvre dans cette mission-là. Donc je disais, on a 3 types de traitements radar qui vont être utilisés. La première, c'est la polarimétrie. Donc on va faire une acquisition, et on va faire une acquisition en utilisant les 4 mesures polarimétriques que l'on peut accéder en radar. Il y a plusieurs raisons à ça. On va regarder la raison scientifique. Ça va être une technique qui, à partir, en théorie, d'une seule image, va permettre d'estimer une biomasse. Parce que la réflectivité, au premier ordre, la réflectivité radar, elle est liée à la biomasse. Voilà. Ça, c'est dans un monde merveilleux. La deuxième technique, c'est le Pol-INSAR. Donc on va là utiliser l'interférométrie, donc une technique spécifique au radar, technique très avancée qui a besoin de mesures de très bonne qualité pour faire ça. Et là, on va utiliser plusieurs passages. Donc on va avoir besoin au minimum de 2, mais plutôt 3 passages avec un léger décalage dans l'espace pour utiliser cette technique-là. Et cette technique-là va nous donner accès à quoi? Va nous donner une information de topographie. Donc, de hauteur de forêt pour nous. Voilà. La troisième technique qui est mise en œuvre, donc une technique, on va aller encore un cran au-dessus, c'est la tomographie. Donc la tomographie, c'est une technique d'imagerie en 3 dimensions, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une seule image, quand on va regarder comme ça, on va avoir des images en couches. On va pouvoir regarder au niveau du sol, à 10 mètres au-dessus du sol, à 20 mètres, à 30 mètres, et faire des images à différentes hauteurs au travers de la forêt, aussi dense soit-elle. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui va nécessiter d'avoir multiples acquisitions. Voilà. Si on veut 6 couches, on va devoir avoir 7 acquisitions, voilà, interférométriques. Donc on va mesurer des informations, également il faut des informations, des mesures de très bonne qualité. Donc à partir de là, la mission a été designée, donc elle se base en fait sur un satellite unique qui va être en orbite héliosynchrone, et donc qui embarque un satellite un radar en bande P. Et cette mission-là, pour répondre aux besoins, elle va avoir 2 phases dans sa durée de vie. Une première, qui va prendre 18 mois, où elle va faire des acquisitions dans un mode pour faire de la tomographie. Donc elle va regarder une zone donnée plusieurs fois, avec un léger décalage, pour pouvoir utiliser cette technique-là. Donc on va essayer de faire des mesures le plus rapidement possible de cette zone-là, et après on va passer à une autre zone-là. Et la couverture globale de la Terre, pour ça, elle va prendre 18 mois. Une fois qu'on aura fait ces 18 mois où on aura imagé toute la Terre en 3D, on va aller un petit peu plus vite.
on va faire non pas 7 acquisitions, on va en faire plus que 3, et on va passer dans le mode dit interférométrique. Donc là, on va passer plutôt dans un mode d'acquisition comme celui-ci, pour avoir cette information-là. Et donc là, le satellite va faire 3 images, à 3 jours d'intervalle, de la même zone, et après, il va passer à une autre zone. Il ne va pas y revenir. Et là, on va avoir une couverture globale de la Terre en 7 mois. Voilà. Donc, la durée de vie du satellite, pour l'instant estimée, il est construit et designé pour avoir une durée de vie de 5 ans. Donc, voilà quelques images. Ne regardez pas ça, ça c'est pour les radaristes. Mais je savais qu'il y en avait quelques-uns dans la salle, donc j'ai mis un petit peu ça. Et voilà un petit peu le satellite. Alors le satellite, qu'est-ce qu'il a de particulier ? On le voit ici. Donc c'est un satellite qui n'est pas si gros que ça en soi. Il est un petit peu plus grand que moi, un petit peu plus large que moi, un petit peu plus lourd que moi. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a une antenne qui fait 12 mètres de diamètre. Donc imaginez l'antenne, elle va de la porte jusqu'à la cloison là, ouverte. Donc c'est une immense parabole qui est déployable. Et là, on la voit plier sur son satellite, ici. Voilà. Et quand on la déploie, on a un énorme système comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est la première fois où on va déployer un tel système dans l'espace. Et donc il en teste sur l'image d'en bas, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc en fait, une fois qu'il est plié, c'est un petit satellite qu'on va lancer depuis la base spatiale de Kourou sur un petit lanceur qui s'appelle le lanceur Vega. Donc Biomass, comment il va fonctionner en opération ? Comme je disais, donc c'est un satellite plutôt en orbite basse, hein, autour des 600 km, et il va passer en heure locale à 6h et 18h du matin. Il a une répétitivité de 3 jours, c'est-à-dire que tous les 3 jours, il repasse au même endroit, mais en réalité, il ne va pas passer pile au même endroit, il va passer, comme je disais, un petit peu décalé, parce qu'il va avoir une orbite avec une dérive, il va avoir une légère dérive. Sentinelle 1, Sentinelle 2, il repasse toujours au même endroit, pour avoir les mêmes conditions de prise de vue. Biomass, il ne va pas faire ça, il va se décaler. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, comme on a vu, pour faire l'interférométrie et de la tomographie, on a besoin d'acquisitions qui sont légèrement séparées dans l'espace, de quelques kilomètres. Voilà. Donc, naturellement, l'orbite va dériver. Alors, comment on va couvrir la Terre ? Le satellite va passer, comme ça. Tous les 3 jours, il va passer quasiment au même endroit, il va refaire une prise de vue. Et une fois qu'il a fait ces 3 prises de vue dans le mode interférométrique ou ces 7 prises de vue dans le mode tomographique, il va dépointer, le satellite va se pencher, tac, pour faire une deuxième trace au sol. Voilà. Et une fois qu'il a fini ces 3 acquisitions, il va se redépointer pour refaire un autre passage comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'une zone géographique qui est ici, elle va être imagée à une date là, plus ou moins 3 jours. D'accord ? En tout cas, à une date 3 jours après et 3 jours après. Cette zone-là, elle va être imagée plus tard. Voilà. Déjà, on commence à saisir que ça va être un peu compliqué à aborder les données. Donc, voilà, j'ai un petit peu résumé tout ça. Et une fois que le satellite a fait ces trois basculements, et on va le déplacer, on va faire une manœuvre orbitale où on va venir déplacer le satellite pour le mettre ailleurs. Et donc la couverture, là, ce qui est représenté ici, c'est la couverture du satellite sur 3 passes. Après, le satellite va être déplacé pour faire 3 passes à côté, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait la couverture globale de la Terre. Donc en 18 mois, quand on cherche à avoir 7 acquisitions, et en 7 mois, quand on va chercher à avoir que 3 acquisitions, dans la deuxième phase du projet. Donc c'est assez atypique, hein, en fait, comme type d'acquisition, même pour un radar. Hein. D'habitude, les radars comme Sentinel-1, comme les Halos, ils repassent toujours au même endroit de la même façon. Là, ça va être très différent. Quelle couverture maintenant ? Donc, parce que je vous ai parlé de forêt tropicale, on l'a justifié dans les besoins scientifiques, mais il y a aussi du coup une autre raison à ça. C'est que si on regarde la carte de couverture, donc c'est les zones rouges. Biomass va faire les acquisitions dans les zones rouges. Les zones rouges, c'est les zones où il y a des forêts. Donc on va retrouver l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Il en reste encore un petit peu de forêt. Donc c'est les zones rouges et également tout l'aspect Sibérie pour les forêts boréales. Alors, les zones jaunes sont les zones dites pour les missions secondaires. C'est-à-dire que si le satellite a la capacité de le faire, il fera des acquisitions dans ces zones-là. Et donc là, il n'y a pas de forêt, mais là, on va s'intéresser aux missions secondaires de Biomass, parce que Biomass est le premier satellite en bande P, il n'y en a pas dans le monde à l'heure actuelle. Donc on va découvrir de nouvelles applications, et notamment, l'avantage de la bande P par rapport aux autres bandes de fréquences, c'est qu'elle est très pénétrante dans les milieux.
Donc on va potentiellement dégager des nouvelles applications, notamment en subsurface, la pénétration dans le sol. Donc c'est pour ça que sur ces zones ici, donc du nord de l'Afrique, on s'attend également à avoir des applications secondaires plutôt en subsurface. Là, on ne regarde pas la végétation. Sur les glaces également, donc d'où toute la partie du pôle sud, c'est pareil, il y a des applications à développer, mais comme je disais, premier satellite en bande P, on n'a pas de données bande P à l'heure actuelle, donc c'est un peu difficile d'imaginer ce qu'on va avoir. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer d'image. Voilà. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui peut vous choquer un petit peu, c'est que sur l'Europe, on n'a pas de données. Sur l'Amérique du Nord, on n'a pas de données non plus. Donc ça, pourquoi ? Alors là, on a quelque part, on tombe dans les limites d'utilisation de la bande de P, c'est que la bande de P n'est pas une bande qui est réservée à l'observation de la Terre. On est en application secondaire là-dessus, et donc les utilisateurs primaires, ceux qui sont autorisés de manière prioritaire à utiliser cette bande de fréquence, sont les militaires américains, pour les radars d'observation de l'espace. Peut-être que vous avez entendu ça sous notre nom, qui est le bouclier antimissile. Voilà. Donc à partir de là, le satellite biomasse n'aura pas possibilité d'émettre sur ces zones-là. Donc ce seront des zones blanches pour le satellite. Alors, est-ce que c'est gênant ? Pourquoi ça n'a pas bloqué la mission scientifique, ça ? C'est parce qu'en fait, comme je vous disais au départ, la mission scientifique, elle est dédiée pour les forêts tropicales. Pour les forêts, pour les mesures de biomasse dans les forêts plutôt européennes et nord-américaines, on peut avoir d'autres moyens d'accéder à la biomasse, et notamment la bande L. La bande L suffit pour déduire ces informations-là. Donc la bande P n'était pas le seul moyen, quelque part, pour accéder à une information de biomasse précise, globale. Voilà. Donc c'est pour ça que la mission, ça n'a jamais posé de problème à la mission d'avoir ce masque sur la couverture. Les produits maintenant. Alors pareil, je ne vais pas vous les montrer, je vais vous dire ce que ça sera. Alors, ce qui est prévu dans la mission, il y a 3 types de produits. Donc le produit principal, c'est la biomasse forestière, donc en tonnes par hectare. Et là, les produits seront donnés avec une résolution spatiale de 200 mètres. Donc, comme je vous disais, des pixels de 4 hectares, avec une précision de 20% sur ces produits-là. Ensuite, pareil, couverture globale et une carte tous les 7 mois qui sera remise à jour. Le deuxième produit, c'est un produit de hauteur, donc qui sera essentiellement issu de l'interférométrie. Donc pareil, même type de résolution que la biomasse et une précision de hauteur qui est prévue entre 20 et 30%. Et enfin, le dernier produit, c'est plutôt le produit de perturbation. Donc là, une résolution beaucoup plus fine qui est visée de 50 mètres. 50 mètres par 50 mètres, avec une précision de classification de 90%. Alors ça, c'est le produit qui est un petit peu plus difficile à voir de par sa résolution. Voilà. Mais par contre, ça, on a quand même d'autres moyens d'accéder à cette information. Et on aura une présentation tout à l'heure qui sera donnée avec l'utilisation de Sentinel-1. Voilà. Je vais accélérer un petit peu. Donc, un petit peu en conclusion, le biomasse, à quoi il va servir ? Là, on a une carte de biomasse issue de l'utilisation du radar en bande L. Et ce qu'on voit sur la carte de biomasse, c'est qu'au-delà d'une certaine valeur de biomasse, ici, on commence à atteindre les limites de ce qui est capable de donner la bande L. Voilà. Et donc, biomasse, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? En fait, biomasse va venir compléter cette gamme sur les hautes valeurs de biomasse. Voilà, pour compléter cette carte et affiner un petit peu toutes les zones vertes foncées que l'on voit sur cette carte. Voilà. Donc, c'est ce qui a vraiment drivé cette mission. Donc, biomasse, c'est une mission un peu particulière aussi, dans le sens où toutes les données seront disponibles gratuitement à tout le monde. Voilà. Donc on a une visibilité, plutôt une philosophie open source sur cette mission-là, mais pas que les données, également tous les algorithmes. Tous les algorithmes développés qui seront utilisés dans le segment sol, dans la production de ce résultat, seront disponibles à la communauté. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc les produits qui seront distribués, on va parler de produits de niveau 1 qui seront directement les images. Donc ça, c'est le produit un petit peu basique.
du truc. Donc on va avoir les images tomographiques, pardon, les images interférométriques enregistrées, donc déjà pré-traitées, parce qu'il faut voir que la bande de P est très spécifique, elle va être très sensible à l'ionosphère et tout ça. Donc toutes ces corrections vont être faites en amont. La superposition des images en amplitude et en phase, donc ça, c'est propre au radar, sera également faite et fournie gratuitement, librement, distribuée. Ensuite, on aura des produits niveau 2 qui sont les cartes de biomasse, de hauteur et de perturbation, telles que je vous ai montré tout à l'heure, et par orbite. Donc à chaque fois qu'on aura fini une orbite, on produira ces données-là et elles seront distribuées. Et enfin, le dernier niveau de produit, c'est ces mêmes produits, les cartes de biomasse, hauteur et perturbation, en global, donc consolidées sur plusieurs orbites, et où on aura vraiment des cartes plutôt par territoire. Voilà. Donc tous ces produits-là seront produits par le segment sol, mais les algorithmes et les données seront entièrement disponibles pour que les communautés de radaristes et les communautés d'utilisateurs puissent comprendre mieux le produit et surtout l'améliorer. C'est vraiment ça l'idée qu'a l'ESA, c'est qu'il y ait une contribution des scientifiques aux évolutions des produits. Donc là, c'est ça, la mise à disposition de ces produits, c'est l'initiative Biopal, Biomass Product Algorithm Laboratory. Et je voulais parler également, dire un petit mot d'une autre initiative, parce que là, je n'ai pas parlé de comment on passe de l'information radar à la biomasse. Je n'ai pas parlé de cette algorithme d'inversion, ce n'était pas un petit peu le sujet, mais on pourra en parler dans les questions. Mais pour ça, on a besoin d'inventaires in situ, pour calibrer les données pour les algorithmes. Donc, il y a une initiative qui vient tout juste d'être lancée, qui s'appelle Géotri, qui a été supportée par le CNES, et c'est Jérôme Chave du laboratoire EDB qui porte cette initiative. Donc, c'est dans le cadre Géo, le groupement international pour l'observation de la Terre, et qui a pour objectif de construire une base de données de biomasse in situ, donc des sites de calibration, et de la faire vivre, cette base de données, qu'il y ait des mesures systématiques sur ces endroits-là pour que les données soient à jour, pour que la mission biomasse puisse utiliser dans les méthodes d'inversion. Alors là, je parle de mission de biomasse, mais en fait, il y a une autre mission, la mission NISAR, donc, qui est développée par la NASA et l'ISRO en Inde, qui utilise du radar également dédié aux forêts. Et donc ces données-là seront partagées entre les différentes missions, ainsi que les produits. Les produits seront distribués conjointement entre la NASA et l'ESA. Voilà, donc je vais terminer ma présentation sur un petit résumé de tout ça. Donc le programme biomasse qui a été proposé en 2005 et décidé, ça veut dire passer en phase de production en 2013. Et donc le système est actuellement en cours d'intégration. On en a à terminer les sous-systèmes, à faire les tests. Et le lancement, pour l'instant, le planning officiel prévoit un lancement du satellite au deuxième semestre 2023. C'est ça, je ne me suis pas trompé, donc dans 2 ans. On a encore 2 ans à attendre. Et donc le Biomass sera le premier satellite en bande P, jamais construit. Ça sera la première mission spatiale tomographique. Voilà, pareil, ça va être quelque chose d'extrêmement novateur, d'avoir de l'imagerie radar en 3 dimensions. Et c'est une réelle mission Earth Explorer, c'est-à-dire que là, il ne faut pas imaginer avoir des produits opérationnels 2 mois après le lancement. On va avoir des nouvelles données, il va falloir apprendre à s'en servir, à en retirer toute l'essence, et pour tout un tas d'applications autres que les forêts. Donc Biomass est aussi le premier programme européen entièrement open source, avec cette philosophie open source, en mettant à disposition de tout le monde tous les algorithmes qui sont développés et qui sont opérationnels. Voilà. Donc la communauté est invitée, au travers d'autres initiatives, à proposer des améliorations sur ces algorithmes-là, voire d'autres algorithmes, pour être ensuite implémentés dans les chaînes de traitement de l'ESA. Et enfin, voilà, Biomass, en fait, de par l'utilisation d'un nouveau capteur, va nous donner une nouvelle vision de la Terre pour d'autres types d'observations. Donc des glaces, du sous-sol, de la topographie. Ça, c'est un truc aussi important parce que la bande de P étant très pénétrante, on va avoir accès à des informations au niveau du sol, malgré une couverture de végétation très dense. Voilà. Donc on travaille actuellement au CESBio à développer un modèle numérique de terrain sous la canopée en bande P, issu de la bande P. Voilà. Donc ça va être des choses assez uniques. Le sous-sol, l'onde peut pénétrer de plusieurs mètres
dans le sable, par exemple, s'il est assez sec. Donc, on s'attend également à extraire de l'information de ce type de données. Également sur l'ionosphère, sur les océans. Voilà. Ça termine ma petite présentation.